Donc, pour nous, le Freemer, c'est le camion qui fait jusqu'à 250-300 km par recharge. Ça, pour nous, c'est un Freemer. Et là, on touche tellement de camions, on touche plus qu'à 50 des camions qu'il y a sur la route. Wow. Pourquoi, exemple, nous, on pense qu'on va avoir du succès dans le camion, alors qu'il y a des entreprises qui font des camions depuis 100 ans? Il y a des entreprises, ça fait une centaine d'années qui font des camions. Il y en a que ça fait 50-60 ans. Et pourquoi nous, on pense qu'on va passer en avant de ces entreprises-là dans les prochaines années? C'est quand même audacieux, là. Cette semaine, on accueille un interviewé exceptionnel en la personne de M. Marc Bédard. Comment ça va, Marc? Ça va bien, Martin, et toi? Ouais, ça va très, très bien. Marc, pour les gens qui ne le connaissent pas en francophonie mondiale, PDG de la compagnie électrique Lion, une compagnie qui est en ascension spectaculaire dans une mission incroyable. Mais comment tu te sens d'être dans une industrie où c'est que tout le monde t'haït présentement, pratiquement, parce que pour les gens qui ne connaissent pas, vous êtes en train de réinventer les autobus scolaires, les camions, donc un marché hyper traditionnel dans lequel vous avez entré. Et présentement, vous prenez une ascension incroyable. Donc, comment tu te sens présentement d'être un innovateur dans une industrie où c'est qui a été dans un statu quo pendant des décennies et des décennies? Je me sens très bien. Oui. Je me sens très bien. C'était voulu, en fait, parce que ceux qui nous haïssent, c'est pas le public, c'est pas ceux Absolument. qui utilisent C'est les vrai, véhicules. c'est l'industrie, les compétiteurs qu'on pourrait dire. Bien, on pourrait dire, écoute, parce qu'on amène un vent de changement, finalement. Mais les gens disent souvent de Lyon qu'on est un peu comme une bouffée d'air frais. Et puis ça fait du bien dans le marché. Je pense qu'on a besoin de ça dans nos vies. On a besoin d'une bouffée d'air frais. Et puis nous, en fait, les gens nous aiment. Fait que là, on reçoit, pour 10 messages, pour un mauvais message qu'on reçoit, j'en reçois peut-être une dizaine de messages très positifs. Absolument. Ça, pour nous, ça nous amène à un autre niveau. Ben exactement. Pour les gens qui ne connaissent pas la compagnie électrique Lion, donc explique-nous un peu juste la mission, parce qu'il faut comprendre que oui, c'est une compagnie, vous générez du chiffre exceptionnel, mais il y a un sens de mission exceptionnel derrière tout ça. Donc, pour que les gens saisissent un peu cette mission-là, très vaste et très grosse, mais très précise aussi, dans laquelle que vous êtes lancé. On n'a pas fait ça pour l'argent au début, hein? Je suis certain. Non, moi, j'ai toujours pensé que quand tu fais quelque chose pour l'argent, probablement que ça ne durera pas. Et ça, c'est intéressant parce qu'en affaires, souvent, les gens pensent que se lancer en affaires, ça va être pour de l'argent, mais on oublie souvent que la mission, la passion, vouloir changer le monde, c'est aussi un vecteur de motivation très puissant. Complètement. Complètement. En fait, c'est une question de passion. La passion de vouloir changer des choses, la passion d'écouter la société. Où est-ce qu'on s'en va? Nous, dans le fond, on pense que la société s'en va vers un mode électrique. On pense qu'on n'a pas le choix. Il y a plusieurs années, on a évalué les différentes technologies, les motorisations alternatives. On a fait le choix de l'électrique. Vous aviez testé d'autres aussi, propane, des trucs comme ça. Vous aviez fait d'autres tests avant d'arriver avec l'électrification des autobus scolaires et les camions maintenant, là. Complètement. On a testé, en fait, le CNG, le gaz naturel comprimé, le LNG. On a testé le propane. On a tout testé ça. On a même construit un autobus CNG. Oui, tout à fait. Et puis, on a décidé finalement que c'était pas la bonne solution. On a regardé l'électrique, où s'en va l'électrique également, parce qu'on parle souvent de l'autonomie des véhicules électriques. Absolument. Et en fait, nous, on a commencé il y a 8 ans. À investir dans l'électrique. On a sorti notre premier véhicule électrique il y a 3 ans. Donc, il y a 5 ans de recherche et développement. Et il fallait y croire. Il fallait y croire parce qu'il y a 8 ans, Tesla était à peine connu. Et nous, on croyait qu'il était en train de faire un gros pari avec de l'argent qui avait été emprunté du gouvernement américain à l'époque. Donc, même Absolument. aux États-Unis, c'était pas populaire. Aujourd'hui, c'est mainstream, Tesla, mais il y a 5 ans, eux aussi avaient le vent en face, là. Ah oui, il y a 5 ans, absolument. Puis il y a 8 ans, c'était pire. Ouais. Ils avaient construit leur premier véhicule sur un Lotus, sur un véhicule Lotus. Puis c'était un beau véhicule, mais qui commençait. C'était en fait, c'était les premiers balbutiements, hein, Ouais. si on veut. Donc, il faut y croire, hein. C'est une question de passion. Mais le choix est très, très rationnel également. Parce que le seul véhicule vraiment zéro émission qui peut exister, c'est le véhicule électrique. C'est pas l'hybride non plus. Donc, on a fait un choix également de ne pas aller dans l'hybride. Donc, chaque semaine, il y a quelqu'un qui tente de nous convaincre de soit faire du rétrofit de véhicules, ce qu'on pense qui n'est pas la bonne solution non plus. OK. Pas un modèle viable à long terme. Un rétrofit, c'est quoi pour que les gens comprennent? C'est un hybride ou... Non, un rétrofit, dans le fond, ça veut dire prendre un véhicule avec une motorisation traditionnelle, OK. enlever la motorisation traditionnelle, Et mettre l'électrique. c'est ça, mais c'est pas viable au niveau économique non plus parce que, écoute, si tu en fais un comme ça, c'est une chose.
Si tu en fais 1000 comme ça, Kijiji va déborder de moteurs. De moteurs à vendre. Je me cherche un moteur d'autobus. C'est ça. Ouais. Donc, nous, on pense que c'est pas viable. Donc, on a fait... Le chemin a été difficile parce qu'on est parti en faisant notre châssis. On a établi donc tous les paramètres de programmation entre la drive, le moteur. Est-ce qu'on prend une transmission, on n'en prend pas? Il fallait retourner à la base de tout. Mais on parle de l'électrification aussi, mais les gens doivent comprendre le sens de mission est encore même plus gros. On parle vraiment, tu parles de ça, que c'est pas viable, mais vous avez même lancé au niveau de la carrosserie tout ce qui est une carrosserie sans corrosion. Absolument. Donc, dans ce marché-là, ça n'existait pas vraiment. Donc, c'est une réelle mission, justement, de bâtir un produit qui est viable, qui sauve la planète, qui est plus éco-friendly, qu'on pourrait dire, mais tout à fait. C'est impressionnant. Là. Bien, les coquilles vides, moi, je crois pas à ça. Et donc, de là que le rétrofit, t'es encore moins un match, parce que si tu mets l'électrification dedans, ça ne veut pas dire que la carrosserie va être viable aussi. Non, puis en plus, on parle du véhicule scolaire, mais dans n'importe quel type de véhicule, un rétrofit, c'est très, très bien pour commencer à tester quelque chose. Okay. Et là, un coup que le test est fait, il faut passer à autre chose. Si on veut passer dans un mode commercialisable qui, au niveau économique, également fait du sens, bien là, il faut le faire autrement. Puis c'est pour ça également que Tesla a construit son véhicule de A à Z, donc, comme on dit, custom built pour être électrique. Puis on a fait, en fait, la même chose. Donc, notre premier véhicule, nous, on a pris un véhicule traditionnel, mais qu'on fait au complet, et on l'a électrifié. Et là, donc, on remonte à quelle année, là? Donc, la première commercialisation, donc, c'est au début 2016. Wow! Donc, les premiers véhicules ont été vendus... Après des années de recherche et de testing? Après 5 ans. Après 5 ans de recherche, testing, évidemment, beaucoup d'embûches, mais à la fin 2015, on était convaincus que la solution est très, très bonne. Donc, parlons-en des embûches. Parce que là, il y a une chose que vous devez savoir par rapport à Marc, et j'aimerais que tu nous amènes là. Tu dis tantôt, c'est une passion, mais c'est aussi un choix rationnel parce que c'est les seuls véhicules qui sont viables. C'est là que s'en va l'économie, l'industrie. Mais attends, là. Okay, j'aimerais qu'on prenne une pause et qu'on ouvre une parenthèse. Toi, tu es un comptable de carrière. Tu as une carrière exceptionnelle. Personne qui ait une carrière comme ça. Tu étais associé dans un grand cabinet de comptable. Et du jour au lendemain, toi, tu te dis, ça peut être une très bonne idée de me mettre à risque, de tout perdre pour une idée qui, comme tu l'as dit, il y a 5 à 8 ans, n'était pas du tout mainstream. Donc, ramène-nous un peu dans, oui, c'est rationnel, mais attends, là, comment ça s'est fait dans ta tête? Parce qu'on est des entrepreneurs, des gens, des porteurs de projets qui nous écoutent. Cette notion de risque-là, cette notion d'aller, que tout le monde dans ton entourage ne devait pas te dire, Marc, c'est une excellente idée que tu as. Tu devrais y aller. À peu près personne, Martin. Mais c'est ça, à ce moment, ramène-nous juste là, peut-être un peu, dire, à ce moment-là, c'est quoi ta bulle? Et de te dire, je joue le jeu. J'imagine comment qu'on fait ça? Est-ce qu'il y a une préparation? Tu m'expliquais avant l'entrevue que tu avais quand même étudié le marché, mais comment qu'on fait le point de bascule? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup d'incertitudes, beaucoup de peur, beaucoup de doutes qui viennent avec ça. Bien, complètement. Mais c'est une question de passion. Écoute, moi, j'avais été nommé associé chez PricewaterhouseCoopers. C'était mon objectif. Donc, l'objectif a été atteint. On avait une très, très belle entreprise qu'on faisait grandir, très, très belle firme. Et je regardais à un moment donné et c'était pas ce que je voulais faire pour les prochaines années. Puis encore là, ça n'enlève rien. T'avais juste plus le feu. J'avais plus le feu. Puis j'étais rendu à une autre étape dans ma vie. L'aspect manufacturier me manquait beaucoup. Donc, on est dans les édifices à bureaux, 45e étage, en consultation. Toutes des bonnes choses. Et, je faisais beaucoup de fusions-acquisitions. Et là, on faisait des acquisitions d'entreprises. Et après ça, je me demandais, moi, 2 semaines après, tout ce qu'on pensait qu'elle allait arriver, là, 2 semaines après, 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, est-ce que c'est arrivé? Est-ce qu'on a réussi à faire tout ce qu'on voulait faire? Puis, écoute, là, je rappelais les gens. Mais là, tu tombes dans un tourbillon où tu restes un petit peu en surface. Et pour moi, la surface, ça pouvait pas exister. C'est que j'avais envie d'aller en profondeur, d'implanter tes changements, voir si ça fonctionnait, mener à terme, en fait, tes recommandations et tes idées. Puis l'aspect manufacturier, moi, j'y crois encore. Et là, encore là, c'est une drôle de bébite, ça, parce que souvent, les gens vont penser plus à certaines autres choses où l'argent est un petit peu plus facile qu'au niveau manufacturier. Se lancer dans le manufacturier, même quand tu as une bonne idée, c'est un petit peu suicidaire. OK? Parce que là, c'est extrêmement compliqué de rentrer dans le manufacturier, puis c'est un petit peu vieux jeu également. Mais c'est du manufacturier dans un domaine qui n'avait pas innové depuis des années, où on a décidé d'innover,
puis d'innover grandement là, en amenant d'autres choses. Et ça, moi, ça me passionnait. Fait que c'est sûr que quand j'en parlais aux gens il y a 10 ans, parce que là, l'entreprise va avoir 10 ans cet été, il n'y a pas grand monde qui peut être pour ça. Puis en plus, au niveau familial, c'est un choix important parce que là, pendant des années, tu pars d'une job où finalement, tu as un bon revenu, tu investis tout ce que tu as là-dedans et tu n'es pas sûr du retour. Puis, donc, c'est un petit peu débile. Si tu fais la colonne des plus et des moins, il n'y a pas grand plus, à part de dire, écoute, c'est ça que je veux faire dans la vie, c'est ça la passion, c'est ça qui va me rendre heureux, parce que sinon, je ne vois pas, moi, comment je vais vieillir dans les prochaines années. J'ai pas le goût de ça. Wow! Aussi fort que ça, là. Tout rattaché à la passion. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, tu es entouré de mentors? Est-ce que tu es entouré quand même de on va souvent dire board aviseurs, des gens à qui tu parles ton idée puis qui quand même sont proches de valider ce que tu expliques, ou tu es vraiment... As-tu un partenaire à l'époque? Ou... J'étais un peu seul. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui peut croire à ce genre d'idée-là. C'est drôle parce qu'hier encore, un de mes bons amis me disait écoute, j'en reviens pas encore de comment ça s'est passé. Dans les 10 dernières années, j'étais le premier à ne pas y croire. Wow. Il y a 10 ans. Puis c'est quelqu'un dans le domaine financier également. Fait que non, il n'y aurait pas eu grand mentor, disons, pour m'encourager là-dedans. Puis moi, quelqu'un qui viendrait me voir aujourd'hui avec ce même genre d'idée-là, ben, on aurait pas mal de temps à passer ensemble. Parce que c'est compliqué. Parce que les embûches sont nombreuses. Donc, quel genre d'embûches que vous avez rencontrées, par exemple, pour montrer aux gens, tellement des gens, des fois, en entrepreneuriat, quand on rencontre des embûches, souvent, on va s'isoler. On ne veut pas parler de nos embûches, on ne veut pas parler de nos échecs parce qu'en fait, c'est un monde de fierté, c'est un monde de performance. Oui. Mais aussi, des fois, de rencontrer des top entrepreneurs comme toi qui ont eu leur embûche aussi, ça peut permettre de relativiser pour d'autres personnes qui nous écoutent. Donc, par exemple, des embûches. Là. Vous lancez vos prototypes, tu trouves des gens pour t'aider à financer le truc, genre d'embûche qui retarde le projet ou ça peut être des retards, peu importe ce que c'est, mais ça ressemble à quoi? Je pensais qu'il y aurait une passion de société au début, pour être franc. Première erreur. Parce qu'il y en a eu par la suite. Mais quand tu commences tes choses, là, moi, j'ai appris avec le temps que tu démontres ce que tu peux faire et après ça, les gens risquent de te suivre. Donc, ce que tu veux dire, c'est que les gens allaient endosser ta mission. C'est une évidence à un point tel que les gens vont dire « Hey, je croyais ça, moi. Ouais. Hey, ça a été fait. Tu me le dis, puis je le crois moi aussi. Je me dis, oui, c'est une évidence. Aujourd'hui, ça va très bien quand on parle de choses, parce que là, on a un certain passé. Mais au début, là, quand on parlait tantôt de gens avec qui on peut se confier, j'ai eu un associé dès le départ, Camille Chartrand. Et Camille, ça a été pour moi une personne avec qui on peut, se confier. Puis, fait que ça a été mon complice, clairement. Fait que moi, j'avais un plan d'affaires, j'avais parlé à Camille de ce plan d'affaires-là. Il a voulu embarquer avec moi. Fait que ça a été un complice de la première heure, puis une chance que je l'avais, parce que là, on faisait des séances de thérapie ensemble. Oui. Oui, absolument. Donc, c'est sûr. Donc, la mission, au départ, n'est pas nécessairement acceptée. Ouais. Après ça, tu vas voir également pour avoir un peu d'aide. Donc, autant au niveau financier que gouvernemental et tout ça. Et quand tu commences avec un projet, pas grand monde pour te suivre. Donc, ça a été extrêmement compliqué au départ. Donc, tout le souci malgré la passion, parce qu'évidemment, tu rentres là avec un plan d'affaires. La passion est incroyable, mais le banquier ou le gouvernement, eux autres, ils ont leur réalité. Il faut que tu rentres dans les colonnes et finalement, donc c'est une série de non ou de refus. Ben oui, Martin, tu sais comment c'est. L'assurance, là, quand tu en as besoin, les gens ne veulent pas t'assurer. Puis quand tu n'en as pas réellement besoin, tout le monde veut t'assurer. Ouais. Quand tu vas à la banque au début parce que tu en as besoin, d'habitude, les banquiers ne sont pas nécessairement là pour t'appuyer. Puis après ça, quand tu n'en as pas besoin, tout le monde veut te prêter de l'argent. Absolument. C'est comme ça que ça fonctionne un petit peu dans la vie. Donc, c'est penser au travers ces étapes-là. Fait que les premières années sont cruciales. Moi, il y a des gens qui viennent me voir aujourd'hui puis qui me disent, écoute, on peut-tu prendre 1 heure ensemble, jaser un peu, j'ai un plan d'affaires, puis tout ça. Et souvent, ce que je fais, là, puis là, je vais vendre ma recette, là, mais souvent, ce que je fais... Portez attention. J'ai dit, garde, rappelle-moi dans 1 mois. OK? Parce qu'en ce moment, là, le prochain mois est compliqué. Rappelle-moi dans 1 mois. Il y a environ 7-8 personnes sur 10 qui ne rappellent pas. Ben écoute, si 1 mois d'attente t'a empêché de lancer ton projet, là, oh my God, ton projet serait mort la 2e journée. Là. C'est impossible. Fait que là, les 2 sur 10 ou 3 sur 10 qui rappellent, quand on se rend compte, moi, le premier élément que je parle tout le temps, c'est la résilience. Et c'est la persévérance. J'adore ça. C'est sûr que c'est ça, parce que les embûches, il va tellement en avoir. Écoute, même aujourd'hui où les choses vont bien, dans l'entreprise, il y a des embûches chaque jour. Et c'est ta capacité de surmonter ces embûches-là qui vont faire finalement que tu vas faire prospérer ton entreprise. Tellement. Puis ce qui est le plus dur aussi, c'est que quand tu es à la tête de ça, tout le monde, là, quand tu es dans les vents et marées et tout ça, tout le monde se revire vers toi.
Fait qu'il y a des journées pas mal décourageantes, hein, surtout au début. Et là, il ne faut pas que tu perdes le focus. Pas que tu perdes le focus, il ne faut pas que tu perdes la foi. Tu as fait tout ça avec... Et là, il y a des nouvelles que tu te dis, celle-là, elle me donne tout un coup aujourd'hui. C'est quoi ta pire, par exemple? Certaines de tes pires nouvelles que tu dis, là, j'ai un genou, peut-être 2 à terre. Ah, écoute, on était prêt à un certain point de faire un financement qui finalement, les conditions n'arrivaient plus. Et nous, le payroll ne passait pas la semaine prochaine. Là. Fait que dans les premières années, ton payroll, il est comme à chaque semaine. À chaque semaine, est-ce que je passe la semaine prochaine? Est-ce que je passe la semaine prochaine? Fait que là, en plus de garder la foi... familles, là. Ton payroll, c'est des familles qui comptent sur toi, là. Écoute, c'est des familles. Puis à cette époque-là, il y en avait beaucoup moins, mais il y a peut-être 10-15 familles qui dépendaient. Aujourd'hui, on a 125 employés. Wow. Et puis à chaque fois que tu as un emploi direct, tu comptes environ 4 à 5 emplois indirects. Fait qu'on peut penser, nous autres, qu'il y a peut-être 600 personnes aujourd'hui qui vivent de Lyon. Fait qu'on est fiers de ça. Fait que là, aujourd'hui, ça va bien. Mais les premières années, le stress de ne pas passer ton prochain payroll, il est l'enfer. Il est vraiment l'enfer parce que ça peut te faire perdre ton focus sur où tu veux t'en aller. Fait qu'en même temps que tu développes ton produit, bien, tu as le souci financier. Tellement. Du départ. Fait que moi, quand les gens viennent me voir, bien, la résilience, là, c'est le premier point. Donc, ça va prendre du temps. Il va y avoir des embûches. C'est plus ou moins le produit qui m'intéresse, moi, quand les gens viennent me voir. C'est vraiment la personne. La personne, oui. Ben oui, c'est la personne parce que, écoute, il y a quelqu'un qui m'a demandé une journée, ton plan d'affaires que tu as établi dans le temps, là, c'est vraiment remarquable. Tu l'as maintenu puis tu ne l'as jamais changé. Je dis, ah, mon Dieu, oublie ça. Je l'ai changé. Tu ne peux pas imaginer combien de fois. Ce qui compte, c'est d'avoir une direction. Mais quelqu'un qui me dit qu'il n'a jamais changé son plan d'affaires, j'y crois pas. Ouais. Parce que, premièrement, les gouvernements vont changer. L'environnement en général va changer. La société évolue. C'est pas possible que tu ailles penser à tout. Fait que ta ligne directrice, elle demeure la même. Mais c'est certain que tu vas t'adapter. Puis, dans le fond, c'est ta capacité d'adaptation qui va faire la différence, je pense, pour un bon entrepreneur. Absolument. J'adore tellement cette leçon-là. Mon mentor me l'a servi à l'époque, Michel Desjardins. On le salue. Sauf que lui m'avait dit en pleine face que mon plan d'affaires n'était pas bon. Ah, tu vois. Mais il voulait juste voir comment j'allais réagir. Et lui, il rappelle 2 jours après. Il dit, j'aimerais ça te reparler de ton plan. Fait que moi, j'étais comme, je vais le voir. Puis il dit, en passant, félicitations de ta réponse. Parce que si tu n'avais pas répondu positivement, ben, je m'aurais dit, il ne vaut pas la peine que j'investisse mon temps là-dedans. Donc, attention, les mentors, très rusés. C'est vraiment exceptionnel. Donc là, maintenant, Lyon s'est rendu, 120 employés. Vous vous êtes attaqué à des nouveaux marchés, les camions, l'électrification des camions. Donc, vous allez face à face contre Tesla, j'imagine, sur ce dossier-là. Bien, en fait, c'est un peu complémentaire, Martin, parce que Tesla, eux, principalement, ce qu'ils attaquent au départ, c'est le camion qu'on appelle le camion tracteur, là, pour faire des longs trajets. Oui. Nous, en fait, quand on fait un autobus scolaire électrique, c'est un camion de classe 7. OK? Donc, classe 7, ça veut dire que c'est un camion un peu moins gros qu'un camion tracteur. Okay. Et aujourd'hui, nos autobus scolaires peuvent faire jusqu'à 250 km. Okay? Et ils en faisaient 100 il y a 3 ans. Grosse amélioration. Oui, on est passé de 100 à 250. Donc, et ça continue d'évoluer, ça, en termes d'autonomie. Donc, c'est important. Nous, la même technologie qu'on a développée depuis 8 ans, on l'intègre. Donc, c'est pas exactement la même, mais évidemment, les racines demeurent les mêmes à l'intérieur du camion. Donc, pour nous, le Freemer, c'est le camion qui fait jusqu'à 250-300 km par recharge. Ça, pour nous, c'est un Freemer. Et là, on touche tellement de camions, on touche plus qu'à 50 des camions qu'il y a sur la route. Wow. Donc, ça veut dire que c'est n'importe qui fait du transport à l'intérieur de 300 km. Donc, transport urbain. Il peut avoir une nacelle, exemple, sur un camion. Donc, on s'associe présentement avec un fournisseur de nacelles qui, lui, va installer les nacelles sur nos camions pour vendre ça à des compagnies comme, exemple, Hydro-Québec, Vidéotron, Bell, toutes ces compagnies-là. Ça peut être également des camions avec des pompes, donc dans la ville. Ça peut être un camion de vidange. Camion de vidange. Énorme marché, énorme. Oui, puis en ce moment, dans certaines villes, ils ne roulent pas la nuit parce que ça fait trop de bruit. Bien, le camion électrique est silencieux. La seule chose qu'on entend dans un camion de vidange, c'est les petites cannes, là, les ordures qui vont débouler. Broyer, oui. Oui, voilà. Mais tout le reste, la benne, maintenant, va devenir électrique avec le temps. Le camion est déjà électrique. Nous, c'est ça le marché. L'ambulance électrique. Donc, tu peux penser à n'importe quel camion aujourd'hui, camion de déménagement, camion de livraison. Tous ces camions-là qui font moins de 250 à 300 km par jour, bien, c'est pas dans 10 ans, là. Dans 1 an et demi, ces camions-là sont disponibles.
Wow. J'ai une question qui me traverse l'esprit, Marc, parce que je t'écoute, puis tu sais, tantôt, quand tu disais les gens vont embrasser la mission il y a plusieurs années, je t'écoute parler, pour moi, c'est une évidence. J'imagine que tu dois avoir une réflexion sur qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est si lent à changer comme société. Je veux dire, tout ce dont tu parles, moi, c'est le monde dans lequel je veux que mes enfants grandissent. Absolument. Tu comprends? Parce que c'est une évidence sociétale, c'est une évidence sûrement économique aussi, au niveau de la viabilité. Oui. Est-ce que toi, en tant que président de ton entreprise, tu t'intéresses à cette dynamique-là de dire, mais pourquoi est-ce qu'on change si lentement? Pourquoi est-ce que c'est si long dans ce gros système-là, alors qu'on devrait avoir une rapidité d'exécution qui serait phénoménale? Ouais. Quand on voit une nouvelle idée comme ça, on devrait lever la main tout de suite et dire, ça, en tant que société, on a besoin de ça. Est-ce que tu as une opinion là-dessus? Ah, tout à fait. Écoute, moi, je pense qu'il y a très peu de gens dans la société qui pensent que rien n'est impossible. Donc, que tout est possible. Ouais. Très, très peu de monde. Et je pense que c'est un petit peu à cause de ça. Donc, en général, tout est long. Pourquoi, exemple, nous, on pense qu'on va avoir du succès dans le camion, alors qu'il y a des entreprises qui font des camions depuis 100 ans? Il y a des entreprises, ça fait 100 ans. Ça fait une centaine d'années là, qui font des camions. Il y en a que ça fait 50, 60 ans. Et pourquoi nous, on pense qu'on va passer en avant de ces entreprises-là dans les prochaines années? C'est quand même audacieux, là. Parce que c'est ça qu'on est après dire, nous. Là. On est après dire ça. Ben, c'est comme Kodak contre la photo digitale. C'est comme le train contre l'avion. On est dans une transition économique, je comprends bien. Il y a une mouvance économique, il y a des gens qui la voient, puis il y a des gens qui se mettent des murs ou des œillères, ils veulent pas la voir peut-être. Même si ça fait 100 ans qu'ils sont là. Exactement, puis ça devient une question d'agilité. Donc, l'avantage de la compagnie qui a 100 ans, c'est que souvent elle est solide financièrement, elle a des processus d'établis et tout et tout. Nous, en fait, notre avantage, c'est qu'on est jeune. On n'est pas pris dans toutes sortes de paradigmes et à l'intérieur de toutes sortes de cadres. Vous êtes un leadership agile. Là. Vous êtes vraiment... Complètement agile. Rapidité de vous tourner, c'est un 10 sous. Puis être agile, là, ça ne veut pas dire manquer de rigueur. Oui. On peut être agile en ayant de la rigueur, puis on a le droit encore de se fier à ses feelings, à ses émotions. Le gros bon sens, ça devrait encore exister. Donc, oui, on peut l'appuyer avec de la rigueur, mais le gros bon sens, ça marche encore, ça. Donc, pourquoi une décision est bonne à un moment donné puis elle a été prise rapidement? Oui, il y a des analyses qui vont nous amener un petit peu plus loin, mais c'est une question également de gros bon sens, par l'expérience, par des gens aussi qui sont connaissants dans le marché avec qui tu es capable de parler. Donc, pour nous autres, l'agilité en ce moment, c'est ce qui fait la différence. C'est pourquoi on pense que Lyon va arriver avant d'autres. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres entreprises qui font bien également. Et également, le fameux héritage. Là. Il y a des compagnies qui ont un héritage. Des fois, c'est positif, des fois, c'est négatif. Exemple, dans le moteur thermique aujourd'hui, il y a des compagnies de camions qui ont des ententes à long terme sur des approvisionnements de moteurs, par exemple. Donc, ils peuvent avoir investi beaucoup. Ils veulent un retour sur investissement. Ils sont pris avec ça. Ils sont condamnés à continuer dans ce chemin-là. Bien, au moins, exemple, pour 10 ans. Et nous, on n'est pas pris avec ça. Donc, 10 ans, maintenant, c'est 30 ans en business. Ça peut être très long, ton 10 ans. 10 ans, c'est long. Aujourd'hui, si un gouvernement, exemple, se fie à un rapport qui a été déposé il y a 2 ans, dans une certaine technologie, il peut prendre la mauvaise décision parce que s'il n'y a pas eu de veille technologique depuis, ce rapport-là est complètement outdated. Mais complètement. Donc, 2 ans plus tard, on peut prendre une mauvaise décision qui aurait été bonne 2 ans avant que les technologies qui existaient. Ça ne veut pas dire que ça aurait été une mauvaise décision 2 ans avant, mais ça évolue tellement rapidement aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec comment ça se passait il y a déjà une dizaine d'années. Wow. Juste les technologies dans notre domaine, les véhicules électriques qui existaient il y a une dizaine d'années, les technologies sont complètement différentes aujourd'hui. Ah oui, c'est une évolution. Et c'est une belle évolution. C'est une belle qualité de produit. C'est un peu comme nos ordinateurs. Tu sais, les ordinateurs que tu utilisais, Martin, il y a 20 ans, puis aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. C'est la même chose un peu plus petit. Un peu plus petit, à peine. C'est ça. Fallait le partir à crainte, là. C'était incroyable. Tu parlais tantôt d'agilité, qui est un domaine qui me fascine. Donc, selon toi, c'est quoi être un entrepreneur agile aujourd'hui? Parce qu'il y a tellement de gens qui ont intérêt à entendre parler de cette capacité d'agilité-là. Donc, entrepreneur ou leader, toi, tu le fais, tu le vis la vie comment avec ton équipe, ton agilité, soit avec ton mindset, soit dans ta culture d'entreprise. Comment ça se transpose, ce mindset-là d'agilité? Écoute, on commence par la rigueur. Donc, les gens sont engagés pour leur rigueur et leur passion. Les gens, nous, qui ont beaucoup de compétences, qu'on passe en entrevue, mais qu'on ne sent pas de passion, on ne les engage pas. OK? Parce que, comme on dit souvent, pour travailler dans une entreprise qui veut être agile, il faut être un petit peu fou. Des fois. Parce que c'est beaucoup plus complexe parce qu'on se met à risque. Hein? Les gens qui sont venus dans l'entreprise puis qui viennent encore aujourd'hui, ils se mettent souvent à risque. Parce que le niveau d'inconfort est souvent grand.
Parce que quand on est agile et on va vite, on s'en va souvent dans un certain inconfort. Donc, on veut être sûr, nous autres, que les gens sont à l'aise d'être dans l'inconfort. Si quelqu'un ne sera pas heureux, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne personne. Et des fois, il y a des gens qu'on n'a pas engagés, nous, qu'on pense qu'ils sont des excellentes personnes et d'excellents employés, puis des ingénieurs fantastiques, mais pas faits. Pas à l'aise pour naviguer l'inconfort. Non, exactement, pas fait avec nous. Il faut se connaître. Hein? Dans le fond, c'est pas tout le monde qui est un bon entrepreneur. C'est pas tout le monde qui est entrepreneur. Aussi, ouais. Ça en fait pas de mauvaise personne. Mais t'es pas un entrepreneur. Fait que chacun a sa personnalité. Donc, pour être agile, ben il faut avoir cette passion-là. Il faut avoir le goût de se mettre un peu à risque, de tomber dans des zones d'inconfort, de remettre en question les décisions qu'on a prises. On a pris à un moment donné des décisions et ça se peut que c'était pas la meilleure décision. Puis, Pas tomber en amour avec son idée. Ça se peut que l'idée que tu as eue l'an passé ou il y a 2 ans est en train de t'auto-saboter ta croissance ou non. Il faut avoir l'humilité de se remettre en question. Bien, absolument. Puis écoute, quelqu'un, on le dit souvent, quelqu'un qui fait jamais d'erreur, c'est quelqu'un qui prend jamais de décision. Hein? C'est vrai. Bien dit. Donc, faire une erreur, il n'y a absolument pas de problème avec ça. Tu essaies de ne pas en faire 2 fois puis 3 fois. Tu essaies d'apprendre de ça. Puis après ça, l'avouer, son erreur, ben c'est déjà beaucoup parce que là, ça te rend meilleur pour le futur. Fait que c'est un petit peu ça qu'on essaie de faire. Donc, être agile, ça veut dire avancer. Puis moins, ça veut dire qu'on va se tromper. Mais on va récupérer. C'est bon. Puis tu disais tantôt, pas tout le monde est fait pour être entrepreneur, mais toi, c'est un parcours quand même assez atypique parce que tu n'as pas été entrepreneur pratiquement de toute ta vie. Mais ça a commencé jeune quand même, ce bug entrepreneurial-là, même si tu as eu un parcours pour aller dans une grande firme. Ah oui. Donc, ça te vient de où, toi? Tu es très entrepreneurial, ça vient de ta famille, tes parents. Comment tu penses que ça t'est venu? Bien, moi, je pense que c'était en moi. Ah oui, hein? Dès le début, quand je suis rentré chez Pricewaterhouse à l'époque, je suis rentré pour 2 ans parce que je voulais avoir mon titre de comptable agréé. OK. Fait que j'ai fait ce cours-là parce que je trouvais que c'était ça que je maîtrisais moins. J'étais beaucoup mieux en mécanique. Vraiment? Oh oui. C'est rare qu'on va entendre ça. Non, je faisais de la mécanique de moto, tout ça, puis j'adorais ça. Donc, tous les aspects d'ingénierie. Tu avais une passion d'ingénierie. Ah oui, complètement. Et l'aspect d'affaires, autrement dit, l'aspect comptable, c'était l'aspect que je me trouvais le moins bon. Hein. Fait que j'ai fait ça. Mais c'est contre-intuitif de décider d'aller dans un endroit où tu es moins bon. C'est oui. rare qu'on va voir ça. Oui, mais je voulais devenir meilleur parce que je pensais qu'un jour, ça me servirait. Oui, c'est bon. Puis là, je me suis dit, je vais aller faire 2 ans, puis après ça, je vais lancer mon entreprise. Bien là, je me suis pris à aimer ça. Parce que j'avais un peu comme ma petite business à l'intérieur de la grosse business qui était cette firme-là. Et je me suis vraiment pris à aimer ça. Fait que j'avais beaucoup de liberté, on a fait des belles choses, on a créé des nouveaux services. J'ai eu du plaisir pendant bien des années, puis c'est pour ça que je suis resté là. Mais l'aspect entrepreneur était déjà là. Moi, quand j'étais à l'université, je voulais créer ma firme d'agents négociateurs pour les gens du sport. Vraiment? Ben oui. Ah oui, hein? Je faisais beaucoup de sport et c'était mon idée à l'époque. Et finalement, cette idée-là m'est passée. L'idée m'a passé et j'étais plus attiré après ça par le manufacturier. Et là, après ça, ça l'a déboulé. Wow. Marc, écoute, il y a tellement de choses qu'on pourrait parler avec toi. J'ai l'impression que tu es en train de mener une véritable transformation dans la planète et ça me touche énormément, cette mission-là, que tu as décidé d'épauler sur le tard, parce que souvent, on va voir les gens dire « il est trop tard pour te lancer en affaires ». C'est normal, toi, tu peux te lancer en affaires, tu n'as rien à perdre. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là qui ont une idée, peut-être, qui leur brûle en dedans, comme toi, tu avais la passion, tu avais le feu, mais qui pensent qu'il est peut-être trop tard. Tu comprends? Moi, ça me touche beaucoup que tu te dis, comme, je lève la main, on s'en va dans cette direction-là, j'ai une passion et on change le monde. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Il est trop tard, ça ne peut pas changer, tout a été inventé. Peut-être un peu de cynisme ou même un petit peu de manque de courage par rapport à leur idée. Bien là, tout a été inventé, ça, c'est faux. Il faut partir de ça. On l'entend souvent. Je suis d'accord avec toi, mais on l'entend souvent. Ben oui, puis... Malgré toutes les innovations de fou qu'on voit maintenant, il y a des gens qui... Il y a souvent des gens qui disent, si c'était une aussi bonne idée, pourquoi ça n'a pas été fait avant? Ouais. Hein, ça, on entend ça constamment. Moi, le paradoxe que j'ai tout le temps, Martin, là, c'est tout le temps, est-ce que tu te pars jeune en affaires ou tu te pars un peu plus vieux? Moi, je me suis parti plus vieux. Je me suis parti à 44 ans. Ouais. Sincèrement, je trouve ça un petit peu vieux. OK? Si c'était à refaire, je me partirais un peu avant. D'un autre côté, je regarde l'expérience qui a été gagnée dans ces années-là, puis ça apporte beaucoup. Fait que là, je suis mêlé un peu là-dedans. J'en parlais avec Alexandre Taillefer à un moment donné, puis Alexandre me disait, il faut se partir dès qu'on peut. T'as 20 ans, tu te pars, puis etc. Puis c'est bien aussi, c'est une belle école de pensée, mais tu vas apprendre beaucoup de choses également quand tu travailles pour d'autres. Puis ça t'empêche pas de te partir après. Fait que je suis tout le temps un peu mélangé.
dans ces éléments-là. Moi, je pense que tu vas gagner beaucoup, beaucoup au fil des années puis en expérience, en autant que tu fais quelque chose qui est valable. Puis tu penses pas juste en moyen à te partir. Tu sais, tu vas gagner de l'expérience pour les gens avec qui tu travailles. Tu vas rendre l'entreprise meilleure. Absolument. Puis à un moment donné, bien, ça pourrait te rattraper, puis exactement, tu vas avoir le goût de te partir. Mais tu sais, Martin, j'ai souvent cette discussion-là avec les gens. Il y a souvent des gens qui disent « Ah, c'est merveilleux, tu sais, c'est ton entreprise, tu fais ce que tu veux. » Quelle erreur! Tu fais pas du tout ce que tu veux. Tu as toujours un patron. Tu sais, tout le monde a un patron dans la vie. Donc, se partir en affaires, les gens pensent que c'est tout le temps le nirvana, mais on oublie ça. Ça veut dire également être pris avec tous les problèmes. Tu es un petit peu comme le backstop, OK? Comme on dit, souvent la dernière personne à l'intérieur de ça, puis tu as un grand stress. Donc, c'est pas tout le monde qui peut se partir en affaires, puis c'est correct. Ouais. C'est correct comme ça. T'sais, la société ne pourra pas juste avoir des entrepreneurs. Non, exactement. On en a besoin, des brillants, mais c'est vrai que c'est pas un chapeau qui peut faire peut-être à tout le monde. Non, puis les entrepreneurs ont la tête dure. Hein? En général, là, un entrepreneur, ça a la tête dure. Fait que, ce qui n'est pas facile, c'est d'avoir la tête assez dure pour garder ses idées, mais de rester ouvert aux idées des autres. Je pense que c'est le bon compromis à l'intérieur de ça qui va faire qui fait des entrepreneurs qu'on devient un meilleur entrepreneur. Absolument. Tu mentionnais tantôt Alexandre Talfer, c'est un de tes investisseurs. Est-ce que oui, c'est encore un investisseur? C'est un ami, un investisseur? C'est un ami, un investisseur, absolument. Est-ce que tu as des mentors maintenant aujourd'hui? Comme genre, est-ce que tu as des aspirations, des modèles entrepreneuriales que toi, tu te dis comme... sa façon de penser, sa façon de voir les choses, ça te stimule? Ou tu es plus quelqu'un qui fonctionne avec ton propre mode à toi? Ou... Non, moi, c'est... En affaires, on entend souvent un mentorat ou des trucs comme ça, ou d'avoir des modèles. Toi, t'es... J'ai comme une multitude de mentors, moi. Ah ouais. C'est drôle, j'en ai pas juste un. On a un conseil d'administration qui est extrêmement fort. Donc, dès le début, il y a eu une première ronde de financement en 2011. Il y a des gens de très, très grande qualité qui sont entrés à l'actionnariat de Lyon. Et ces gens-là sont devenus en quelque sorte des mentors. Je ne l'aurais jamais dit, mais c'est ça. C'est ça. Et c'est souvent sur des sujets précis, sur des éléments, en demandant, leur conseil et tout ça. Et ça a toujours évolué. Donc, la compagnie a évolué. Le groupe d'Alexandre est rentré dans Lyon avec les années. Alexandre est un ami, il est un mentor en quelque sorte également, un gars d'équipe. Power Corporation est rentré chez Lyon également dans la dernière année. Okay. Donc, Pierre Larochelle, qui est le président de Power Énergie, également. Ça en est un. Les gens de des Power gens que aussi. juste à les observer aussi, c'est inspirant. Puis on peut les apprendre dans leur savoir-faire, dans leur savoir-être, sont inspirants en soi. Là. Absolument. Juste à les côtoyer. Absolument. Donc, tous ces gens-là qui sont sur le conseil d'administration, qui ont investi également, pour moi, c'était beaucoup plus qu'un investissement financier. Exactement. C'était un investissement. C'était l'humain. Bien, comme tu disais tantôt, la personne. C'est ça. Donc, l'actionnaire, c'est sûr que tu vas avoir son investissement, mais en même temps, si c'est quelqu'un qui est en alignement avec les valeurs de la compagnie, que c'est une personne exceptionnelle, bien, en même temps, la croissance est encore plus évidente et solide. Là. C'est exactement ça. Puis également, comme mentor, bien, il y a tes amis, tes parents, effectivement. Tu sais, moi, mon père, au niveau des valeurs humaines, c'est un grand mentor pour moi, mais pas au niveau affaires. Qu'est-ce qui t'a le plus appris côté valeurs humaines? Ah, écoute, probablement le respect de l'être humain. C'est certain. Moi, j'ai été préposé aux bénéficiaires quand j'avais 18-19 ans. Et ça m'a tellement appris, ça, dans la vie, parce que d'aider les gens, d'essayer de les comprendre, exemple, quand ils ont perdu l'usage de leur corps, tu sais, ça m'a apporté beaucoup. Moi, j'avais des l'empathie, la compassion, ces valeurs-là. Là. J'avais des amis qui voulaient être en affaires, qui me disaient « Tu perds ton temps ». Quand on disait tantôt qu'il ne faut pas perdre son temps, moi, j'avais l'impression que je ne perdais pas mon temps. Parce que je pense que j'étais après à établir un chemin de valeurs qui me sert beaucoup. Et ça me sert constamment. Constamment, ça, ces expériences-là de préposer aux bénéficiaires. Là, moi, je suis vraiment content d'avoir fait ça parce que tu deviens un meilleur humain. Et là, après ça, bien, tu t'en vas en affaires. C'est un milieu qui, souvent, les valeurs, des fois, il faut faire attention. Il y en a qui ont d'excellentes valeurs, il y en a d'autres que ça peut laisser à désirer. Tu as beaucoup d'opportunités quand tu es en affaires et puis il faut que tu saisisses les bonnes. Il faut revenir toujours, là, il faut que cette ligne-là elle soit vraiment tracée. Moi, je sais que dans mon cas, elle est vraiment tracée. C'est une ligne droite qui est une ligne de vraie valeur. On le sent. On le sent très, très bien. Marc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et ta compagnie pour les prochaines années?
Bien, écoute, je pense qu'on peut souhaiter que la mission qu'on s'est donnée se réalise. Ça prend l'apport de la société. Ouais. Ça prend l'apport des gouvernements. Nous, on est là pour amener des solutions. Fait qu'il y a plein d'enjeux qui existent dans la société aujourd'hui. Nous, on est là pour amener des solutions extrêmement concrètes. Donc, je souhaite que les gouvernements, la société, les gens embarquent là-dedans, pas seulement pour Lyon, mais pour l'électrification du transport en général. Marc, c'était un très grand plaisir. Merci pour tes belles valeurs, puis merci de porter cette belle mission-là avec la famille de Lyon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, voilà, j'espère que vous avez retrouvé de la valeur dans cet excellent entretien-là. Et tant qu'à nous, on se revoit la semaine prochaine. C'est votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde.